Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Le bilan du dialogue national inclusif, la multiplication des attaques au sein de la région du Liptako-Gourma, Niger, Mali, Burkina Faso, Noël école à sauver selon le cardinal Jean Zerbo, grogne sociale, grève en cours et en perspective, ce sont les 4 thématiques qui seront abordées au cours du forum de la presse de ce soir. Nos invités sont Amadou Oumar Diallo, il est journaliste indépendant, Youssouf Sissogo du journal Info 7, et Yoro So, justement, du journal Inter de Bamako. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette émission présentée par Ibrahim Aram Diallo. Le Grand Dialogue. Alors, nous allons parler du dialogue national inclusif. Justement, c'est la première partie de cette émission. Je vais poser la toute première question à M. Diallo. C'est vrai que le dialogue a pris fin le dimanche dernier, justement, avec 4 résolutions et de nombreuses recommandations. Est-ce que vous estimez que ces recommandations, justement, prennent en compte toutes les préoccupations du peuple malien? Je vous remercie par rapport à cette opportunité que vous m'offrez pour parler sur un sujet aussi important comme le dialogue national. Évidemment, en lisant, en parcourant un peu les conclusions, on a l'impression que elles prennent en compte, en tout cas, une grande partie des préoccupations des Maliens. Mais comme toute œuvre humaine, il y a des imperfections à corriger, évidemment. En termes d'insuffisance que j'ai pu relever, c'est par rapport au fait que le dialogue, la conclusion finale n'a pas retenu certaines recommandations des participants, notamment l'ouverture du dialogue avec certains acteurs majeurs de la crise, en particulier Amadou Koufa et Yad Agali. Et donc moi je me dis que ce n'était pas vraiment bon de ne pas prendre ça en compte. Bon, il y a d'autres insuffisances, elles sont nombreuses, mais je crois que globalement, on peut dire que le dialogue a répondu à pas mal d'aspirations des Maliens. Vraiment. Alors, M. Sow, Diallo estime que quand même il y a eu des insuffisances par rapport aux recommandations qui ont été prises lors du dialogue. Comment vous voyez justement le bilan de ce dialogue national inclusif? Merci d'avoir permis que je me prononce par rapport à ça, excusez-moi un peu. Et le dialogue national ou assise, je crois que c'est une volonté populaire depuis 2012, depuis le coup d'État de mars 2012. Le peuple malien, dans sa grande majorité, avait demandé à ce qu'on parte à des concertations aux conférences nationales pour débattre de tous les problèmes. Et durant le premier mandat du président Ibeka, c'était la même sollicitation par les uns et les autres. Bon, aujourd'hui, il s'est donné les moyens pour organiser ce dialogue, mais malheureusement, ce dialogue n'a pas pu réunir l'ensemble du peuple malien parce que certains acteurs politiques n'ont pas souhaité adhérer au schéma proposé, notamment l'opposition dirigée par Soumaïla Cissé. Et il y a d'autres oppositions, l'opposition a d'autres comme Zoumana Sako, Mouloubou Sidibé, et Oumar Mariko et d'autres qui n'ont pas répondu à l'appel. Moi, je pensais que le président devrait se donner les moyens nécessaires pour regrouper tous les peuples maliens pour qu'on se parle, afin de dégager une piste de solution pour le Mali. Parce que la crise n'a fait que trop durer et chaque jour davantage, on s'enfonce là-dedans. Et les résolutions qui sont sorties de ce dialogue, comme Amadou l'a dit, prennent en compte une grande partie des préoccupations du peuple malien. Mais là où le problème se situe, il a dit, c'est au niveau de ceux qui détiennent vraiment le cordon ombilical de cette crise de la guerre, c'est-à-dire Yad et Amadou Koufa qui sont les vrais maîtres du jeu. Il faut qu'on se parle. Nous sommes des Maliens. Personne ne doit nous imposer son agenda.
Les Maliens, quand même, au cours de ce dialogue, devraient demander au président de la République d'ouvrir un dialogue avec ceci afin qu'on se parle et qu'on trouve une solution à nos problèmes. Et quant à la concrétisation des résolutions... Oui, on va venir justement à la concrétisation. Alors, M. Sego, vous venez d'écouter M. Diallo et puis M. Sow, justement, ils ont mis l'accent quand même sur certaines insuffisances par rapport au dialogue national inclusif. Alors, comment vous voyez justement le bilan? Merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer en tout cas sur Studio Tamani. Et permettez-moi de profiter de votre micro pour souhaiter en tout cas bonne fête, puisque c'est la dernière émission avant la fin de l'année. Bonne fête à vous, à tout le personnel, merci beaucoup, à vos auditeurs et auditrices, à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Et s'agissant du dialogue national inclusif, en fait, avant de dresser le bilan, parlons d'abord du dialogue, du format. Alors, comment est-ce qu'un dialogue dit inclusif puisse en tout cas mettre à l'écart, puisse en tout cas se tenir sans les grandes figures en tout cas de l'opposition, sans les grandes figures en tout cas de la société civile. Donc, à partir de là déjà, nous pouvons dire que, comme dirait l'autre, l'éléphant annoncé est arrivé avec un pied cassé. Et parlant du bilan, c'est vrai. Vous estimez que le dialogue n'a pas été un dialogue inclusif? Non, il a été tout sauf un dialogue inclusif, puisque dialogue inclusif suppose que tous les acteurs, en tout cas de la vie sociopolitique, ont pris part. Et tel n'a pas été le cas malheureusement. Mais est-ce qu'on peut reprocher quelque chose justement aux initiateurs quand on sait qu'ils ont fait quand même tout ce qu'ils peuvent faire justement pour que tout le monde puisse être sur la même table? Oui, vous savez, dans la gestion de l'État, les responsabilités sont claires. Quand en tout cas vous avez la charge de gérer en tout cas un État, quand en tout cas ça marche, c'est vous, mais quand ça ne marche pas, c'est encore vous. Donc moi je pense que c'est vrai qu'ils ont peut-être déployé tous les moyens, ils ont fait ce qu'ils devaient faire pour convaincre tout le monde à y participer, mais si tel n'a pas été le cas, c'est à eux, n'est-ce pas, qu'on doit justement faire ces reproches-là. Pas en tout cas ceux qui n'ont pas voulu répondre en tout cas à cet appel. Parlant du bilan, effectivement, vous avez parlé tantôt des résolutions et des recommandations. Vous voyez, quand on les lit, c'est de la bonne littérature, c'est bon et théoriquement tout est bien parce que les préoccupations, comme mes prédécesseurs l'ont dit, toutes les préoccupations sont prises en compte. Mais faudrait-il encore que, en tout cas, ces résolutions et ces recommandations ne subissent pas le même sort que les résolutions et les recommandations de la Conférence nationale d'entente. Parce qu'on se rappelle qu'à la Conférence nationale d'entente également, c'était des belles résolutions, des belles recommandations, mais ces résolutions ont finalement dormi dans le tiroir du président de la République. Donc moi je pense que quand tu analyses profondément, j'ai comme l'impression que le président est en train de faire une course contre la montre, faire semblant justement en tout cas de réunir, de rassembler tout le monde, mais au finish, en tout cas il a son agenda. Et peut-être qu'on en parlera parce que tout le dialogue tourne autour en tout cas de 3 points essentiels. Si vous voulez, c'est la révision constitutionnelle, pour permettre en tout cas l'accord d'être appliqué, puis la tenue peut-être des élections législatives parce que le mandat des députés est arrivé à terme. Donc il faut très rapidement trouver une solution à ça avant que ça ne dégénère, quoi. Voilà. Ok. Alors, M. Diallo, est-ce que ces recommandations, ces résolutions, différentes résolutions, alors peuvent être appliquées dans le délai raisonnable? Puisque si je comprends un peu, c'est l'inquiétude de M. Sissoko par rapport à la mise en œuvre de ces résolutions. Et en parcourant les recommandations, je suis persuadé que ce n'est pas possible de mettre toutes ces recommandations en œuvre avant le terme du mandat du président de la République. Parce que c'est costaud. Mais déjà, si on commence par les législatives qui est prévues, je pense qu'en mois de février, bon, une grande partie peut-être, parce que les choses se recoupent. Les recommandations, là, elles se recoupent par thématique. Alors moi, je pense qu'on peut faire le maximum, mais ce n'est pas évident qu'on puisse mettre toutes ces recommandations, parce que ça demande, certaines recommandations demandent des changements en profondeur. Or, une simple lecture peut peut-être dire que ce n'est pas... Mais il y a des recommandations qui réclament, qui demandent vraiment des changements en profondeur. Et là, il y a beaucoup de choses à faire. Surtout que, bon, la problématique même de la révision de la Constitution
toujours heurte les esprits. Et donc, moi, je pense que ça va être un peu compliqué de mettre toutes ces recommandations en œuvre. Mais bon, parlant de l'inclusivité du dialogue, moi, je pense que, vous savez, quand on parle d'organisation des forats comme celui-là, il n'est pas évident de regrouper tout le monde. Tout le monde ne peut pas être... et surtout que quand une frange de la classe politique joue le rôle de l'opposition, alors moi je voyais très mal comment l'opposition allait se retrouver dans ce forum-là, parce que en se retrouvant dans ça, elle va être comptable de tout ce qui va sortir. Donc, or, l'opposition par essence n'est pas du tout dans cette logique-là, que ce soit au Mali, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre. Dans tous les pays du monde, l'opposition est toujours opposée aux actions de la majorité. Donc, par essence, l'opposition ne peut pas s'y retrouver. Mais là où l'inclusivité peut être intéressante, c'est la mise en œuvre. Parce que dans tous les cas de figure, les conclusions qui ressortent de ce dialogue-là prennent en charge, en tout cas, la grande majorité des préoccupations des Maliens. Donc, et l'opposition, n'étant pas ex nihilo, forcément va trouver son compte dans la mise en œuvre. C'est bien noté, c'est bien noté. Alors, M. Sow, qu'est-ce que ce dialogue national inclusif va désormais changer dans la situation actuelle du pays? Quoique M. Sissoko estime qu'il n'a pas été totalement inclusif. Oui, bon, c'est par rapport à l'application des résolutions et des recommandations. Et le président de la République ne cesse de dire dans ses discours que nous sommes un pays en guerre. Et le dialogue a été organisé pour deux grands objectifs, ou bien pour un seul grand objectif, c'est la révision constitutionnelle. Si nous sommes en guerre et qu'il y a des parties du territoire qui ne sont pas sous contrôle des autorités maliennes, je ne sais pas comment on pourra organiser les référendums et la révision constitutionnelle dans ces conditions. Même les législatives, il y a certaines parties aujourd'hui où on ne peut plus aller pour demander aux populations de voter, parce que beaucoup de ces zones, surtout la région de Mopti, une bonne partie de la région de Mopti, Ségou, plus Taoudéni, Kidal, tout nous échappe. Je ne sais pas comment on va procéder à la mise en place de ces résolutions, parce que le pays est aujourd'hui en guerre. Moi, je pense que le président de la République devrait se donner suffisamment les moyens pour regrouper tous les Maliens pour faire face à ce problème. Parce que ce dialogue, si vous regardez un peu, je pense que ce dialogue, c'est un dialogue imposé quelque part sur les pays francophones. Un dialogue imposé par qui? Bon, je ne sais pas, parce que pratiquement, il y a eu le dialogue au Sénégal, au Bénin, au Cameroun, et ce dialogue a été boycotté par une partie des animateurs de la vie politique. Vous voyez? Donc, les gens ne se reconnaissent pas dans ce schéma. Notre cas spécifique, en tout cas, le président devrait tout faire pour ne pas mettre à côté les acteurs politiques. Merci beaucoup. Donc, nous allons aborder la deuxième thématique justement de ce forum de la presse qui porte sur la situation sécuritaire justement au niveau de la région du Liptako-Gourma. Alors, M. Diallo, nous savons qu'au cours de cette semaine, plusieurs attaques quand même terroristes ont eu lieu, notamment au Burkina Faso et au Niger. Alors, qu'est-ce qui explique cette montée de l'insécurité ces derniers temps au niveau des régions dites des trois frontières? Bon, ça dit que ce qui peut être retenu comme raison fondamentale, c'est-à-dire que c'est l'inoccupation de l'espace par nos militaires. Et les forces étrangères, moi j'appelle les forces étrangères, Barkhane et MINUSMA, qui empêchent nos forces de s'équiper et de se déployer comme il faut sur les territoires nationaux. Donc forcément, il va de soi que les espaces qui vont être laissés, la nature a horreur du vide, vont être occupés par des autres, par des gens qui ne sont pas animés de très bonne foi, en tout cas vis-à-vis de nos États. Donc, et puis, moi, je pense que ces groupes dits djihadistes ou dits terroristes, moi, je ne suis pas convaincu du tout qu'il y ait des djihadistes ou des terroristes au Mali, mais ces groupes-là, je suis convaincu que ces groupes-là sont aidés quelque part. Et je prends une référence toujours sur le cas
de la Syrie, de l'Irak, où quand les forces américaines se sont retirées, tout ce château-là de Haï s'est écroulé s'est fondu comme de la neige au soleil. Ça veut dire que ces forces-là bénéficient des soutiens occultes. Maintenant, comment faire pour débusquer, ces soutiens-là? C'est ça tout l'enjeu de la crise aujourd'hui. À mon avis, c'est ça tout l'enjeu. Parce que si on prend l'exemple sur le cas du Niger, on dit que certains officiers des forces étrangères sont passés quelques jours avant l'attaque sur le camp d'Inates. Le commandant qui était là-bas, le colonel qui est passé colonel après sa mort, a refusé que ces officiers-là rentrent dans leur caserne. Il a fallu que l'ordre vienne de Niamey pour leur permettre de rentrer. Quelques jours après, c'est l'attaque. Et l'attaque a commencé par où? Par le stock de carburant, le stock de munitions et d'armes et le poste de radio. Donc, ça veut dire que ceux qui sont rentrés, certainement, ont pris ces positions stratégiques pour communiquer aux assaillants. Ça veut dire que, donc, c'est pour dire qu'il y a une complicité très, très, très fine entre ces groupes dits djihadistes ou terroristes et, en tout cas, certaines forces vraiment qui sont appelées, qui se disent qu'ils viennent pour nous aider. Okay. Donc, il faut que nous-mêmes, nous prenions nos responsabilités en main, que nous prenions nos armées en main. Comme le président burkinabé l'a dit, il faut une combinaison de tous les facteurs pour que nous puissions reprendre la main sur la situation. Alors, M. Sissoko, au regard des dernières attaques, on a remarqué une évolution quand même du mode opératoire de ces groupes terroristes, puisque ce sont des femmes aussi qui ont été ciblées dans les dernières attaques. Que peut-on comprendre de cette évolution du modus operandi de ces groupes terroristes? Oui, c'est-à-dire que peut-être l'explication qu'on peut donner à ça, c'est que les groupes terroristes aussi sont en mauvaise passe aujourd'hui, puisqu'ils sont attaqués de toutes parts aussi. Mais avant d'arriver à cela, il faudrait justement faire un bref rappel historique, puisque cette guerre-là nous a été imposée, je suis d'accord avec Diallo, nous a été imposée par l'Occident. Parce que quand on remonte un peu plus loin, c'est le chaos installé en Libye, et en Syrie, en Irak, les conséquences justement de ce chaos-là que nous sommes en train justement de récolter. Donc, et tant que nous ne trouvons pas, l'Occident ne trouve pas de solution à cela, donc ça va être difficile. Même si l'Occident, en tout cas, ils ont quand même démenti ces informations. Oui, ils peuvent démentir, c'est de bonne guerre, ils peuvent démentir, mais ils ont leur très grande part de responsabilité dans ce qui nous arrive, nous, au niveau du Sahel. Maintenant, Diallo l'a dit, il l'a si bien dit, en fait, pour lutter efficacement contre, en tout cas, cette coalition djihado-terroriste-là, il faudrait justement qu'il y ait une synergie d'action entre toutes les forces, puisqu'il faut reconnaître quand même que les trois pays en tout cas de la zone qui est considéré comme l'épicentre même du terrorisme, tous ces trois pays-là sont des pays faibles, sont des maillons faibles. Donc il faudrait justement que ces trois pays-là, ces trois maillons faibles se donnent la main, puisque tout le monde sait que la Mauritanie, il faut le dire clairement, la Mauritanie a sa très grande part de responsabilité dans ce qui se passe au Mali. Et vous voyez que la Mauritanie est la seule république qui n'est pas attaquée aujourd'hui par les terroristes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que soit la Mauritanie a signé un deal avec ces terroristes-là, ou alors elle est complice peut-être dans l'entretien et le soutien en tout cas à ces terroristes. Mais il faudrait aussi dire, parce que Diallo a tout le temps dit, nous voulons chaque fois en tout cas jeter l'anathème sur l'autre. Nous voulons peut-être considérer l'autre comme étant à la base de notre malheur. Notre malheur, le malheur qui nous arrive, c'est nous-mêmes, nous avons notre part de responsabilité. Parce que la malgouvernance en est beaucoup. La malgouvernance, puisque tant que, en tout cas, comme il a si bien dit, tout l'espace n'est pas occupé. Tant qu'il y a la corruption à ciel ouvert, les jeunes seront toujours candidats vers ces gens-là parce qu'ils vont leur proposer quelque chose, parce qu'ils n'ont rien à gagner ici. Donc c'est pourquoi ils se ruent justement vers ces djihadistes-là qui leur proposent au moins quelque chose pour pouvoir vivre. Donc moi je pense qu'il faudrait justement qu'on trouve des solutions d'abord à nos problèmes endogènes pour ensuite en tout cas solliciter les autres. Sinon les autres ne viendront pas faire la guerre à notre place. Alors M. Sissoko et M. Diallo ont mis l'accent sur la non-présence des forces nationales au niveau de ces zones-là et même la complicité de l'Occident par rapport à ce qui nous arrive au niveau de la zone. Est-ce que l'inertie aussi des forces du G5 Sahel ne peut pas expliquer en partie cette montée en puissance de l'insécurité au niveau de la zone? Bon, par rapport au G5 Sahel, c'est une force créée par la France. Donc ça ne peut pas faire notre affaire. Il est temps aujourd'hui que
les 3 pays qui sont sur le front, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina, qui se donnent la main. Ce n'est pas à travers le G5 qu'on aura la stabilité dans ces zones. Comme M. Sissoko l'a dit, tant que la Mauritanie, je le dis, tant que la Mauritanie n'est pas déstabilisée, il n'y aura pas de stabilité dans la zone. Parce que c'est à partir de la Mauritanie que tous ces trames, tous ces djihadistes passent par la Mauritanie et prennent la route transsaharienne à partir de Telemsi, c'est-à-dire le village des Zabi qui se trouve à la frontière de Mauritanie, et ils rallient la transsaharienne pour aller à Kidal. Donc c'est un no man's land qui est là-bas, laissé au trafic de drogue ou autre chose, où aujourd'hui on vient de dire que l'ex-président mauritanien même est impliqué dans le trafic de drogue. Bon, c'est à voir, mais en tout cas, la Mauritanie... Vous estimez que la Mauritanie ne fait pas beaucoup dans le cadre de la lutte contre l'insécurité? Non, la Mauritanie ne joue pas franc jeu. Alors, M. Diallo, pourquoi la Mauritanie, selon vous, ça a été en tout cas l'argument commun ici, pourquoi la Mauritanie ne joue pas effectivement son rôle au niveau de cette zone? Elle a quel intérêt justement? Mais la Mauritanie a étalé les tapis rouges aux rebelles. Tout a commencé par le MNLA. Et à partir du moment où la Mauritanie a accueilli à bras ouverts, et la Mauritanie et Blaise Compaoré, le Burkina de Blaise Compaoré, ont ouvert les bras à ces rebelles, alors donc ils ont tout cautionné. En réalité, ça c'est un détail qui échappe aujourd'hui aux Maliens, à tout le monde, et même à ceux qui disent qu'ils sont venus nous aider. Le point de départ, c'est la rébellion du MNLA en janvier 2012. Tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est à cause de ça. Mais qui a armé le MNLA? C'est la France. Ça, ce n'est caché de personne. Et ils sont partis de la Libye, ils sont passés par une partie du Niger et une partie de l'Algérie pour rentrer au Mali. Et ils ont trouvé refuge encore, les cadres politiques ont retrouvé refuge auprès du président, l'ancien président mauritanien, Mohamed Abdelaziz. Donc la Mauritanie est au départ et à la fin de cette crise au Mali. Elle ne peut pas jouer franc jeu parce qu'elle trouve ses intérêts dans ça. Aujourd'hui, que le Mali soit déstabilisé, et puis, comme So l'a dit, toute la bande de Ouagadougou, la forêt de Ouagadougou, qui est une zone totalement de non-droit, est contiguë à la Mauritanie. Et c'est la porte d'entrée, en tout cas, de la grande majorité de ces assaillants. Et là-bas, il y a une base, c'est que beaucoup de gens ne savent pas, il y a une base de la MINUSMA qui est interdite au Mali. Nos forces armées, jusqu'à une date récente, en tout cas jusqu'à ma dernière nouvelle, nos forces armées n'avaient pas accès à cette base de la MINUSMA qui est installée dans cette zone. Or, c'est un autre épicentre de la crise. Donc, ça veut dire que quand on met tous ces facteurs-là en commun, il y a une seule volonté, c'est empêcher le Mali d'évoluer. Parce que quand la crise arrivait, pratiquement le septentrion du Mali avait commencé à bouger avec beaucoup de projets. Le barrage de Taoussa, la route qui rallie Gomakura à Tombouctou, la route qui allait partir de Bourem à Kidal jusqu'à la frontière algérienne. Il y avait un projet minier qui avait commencé ses exploitations, c'était au niveau de Dansongo. Donc il y avait tout était là pour que vraiment le septentrion reprenne de la couleur en termes économiques. Merci. Mais on a tout fait pour empêcher. Merci. Alors M. Sissoko, ces différentes attaques interviennent dans un contexte où le mouvement anti-forces étrangères gagne un peu de terrain au niveau de certains pays du G5 Sahel. Alors, est-ce qu'on peut compter sur nos forces armées nationales pour relever les défis? Oui, forcément, il faut compter sur nos forces nationales. Puisque, comme je l'ai dit tantôt, aucun pays ne viendra faire en tout cas la guerre à notre place. Il faudrait que nous jouions clairement en tout cas ce jeu-là. Mais est-ce que les forces nationales n'ont pas montré leur les forces nationales sont très limitées, ça il faut le reconnaître, mais cela ne doit pas être en tout cas un prétexte pour chaque fois tendre la main à l'extérieur. Il faudrait justement, j'ai parlé tantôt de la malgouvernance, il faudrait justement, puisque quand tu prends le cas du Mali, ou alors de 2016, de 2015 à aujourd'hui, l'État malien a débloqué plus de 1230 milliards pour en tout cas équiper nos forces armées. Aujourd'hui, nous devions avoir en tout cas des moyens aériens pour pouvoir justement faire face, parce que les moyens terrestres seuls ne suffisent pas. Il faudrait des moyens aériens pour pouvoir combattre ces djihadistes-là. Maintenant, quant au sentiment anti-forces étrangères, c'est un sentiment en tout cas légitime. C'est une réaction légitime parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'il y ait plus de 20 000 forces étrangères chez nous. Et ces forces étrangères sont venues justement pour lutter contre le djihadisme
et que le Mali se trouve en tout cas dans cette situation, pas seulement le Mali, mais toute la bande saharienne qui se trouve en tout cas dans cette situation, c'est inexplicable. Alors le citoyen lambda ne peut pas du tout comprendre que nous soyons envahis par des forces étrangères et que la recrudescence ne diminue pas du tout, de la violence ne diminue pas. Franchement, c'est un sentiment légitime et je pense que ça a même donné fruit parce que la France aujourd'hui a changé de fusil d'épaule. Aujourd'hui, j'aurais appris qu'elle a mené des drones bien équipés qui peuvent en tout cas mener des opérations. Parce qu'il a fallu ça. Parce que quand on va en tout cas laisser tout entre les mains de nos gouvernants, nous savons tous que ces gouvernants-là ne peuvent pas regarder la France en face pour en tout cas dire certaines vérités. Mais si en tout cas la société civile de ces pays-là est bien organisée, je suis sûr et certain que nous aurons gain de cause. D'accord, nous allons entamer donc la troisième partie de cette émission qui est en lien justement avec le Noël. Donc l'école malienne était au cœur du discours du cardinal Jean Zerbo. Il demande, je cite, de sauver plutôt l'école malienne au lieu de l'année scolaire. Alors, M. Sow, qu'est-ce qui ne va pas justement aujourd'hui au niveau de l'école malienne? Bon, je crois que le cardinal a posé une très belle question. Parce que chaque année, on sauve l'année scolaire et non l'école malienne. L'école malienne, il est temps de la sauver. Et il y a eu beaucoup de rencontres autour de cette école. Et les résolutions sont là, elles n'ont jamais été appliquées. Et par rapport à ce qui ne va pas au niveau de l'école, au niveau de l'enseignement fondamental secondaire, les syndicats sont en grève. Donc, depuis le 16, je crois, ils ont commencé une grève de 5 jours qui a pris fin, qui a coïncidé avec les congés de Noël. Je crois que la grève a pris fin, mais ils projettent d'aller justement en grève. Donc cette grève est consécutive à l'application de l'accord de l'année dernière, parce qu'on a sauvé l'année scolaire en signant un accord qui a permis d'organiser les examens scolaires. Et l'État s'était engagé à résoudre quand même les problèmes. L'accord qui a été signé à négocier à mettre en place cet accord avec les enseignants. Et le point de blocage aujourd'hui, c'est les 20% que l'UNTM a bénéficié lors d'une grève. Donc, les enseignants ont bénéficié d'un statut particulier. Mais ce statut, ce n'est pas comme au niveau de l'enseignement supérieur, qui ne sont pas concernés par les 20%. Le texte est clair. Mais par rapport au syndicat de la synergie, c'est très clair qu'à l'article 39 du statut particulier, que toute augmentation sur le statut général est répercutée sur le statut particulier. Donc, les enseignants pensent qu'ils sont dans leurs droits. Et l'État a signé l'accord sur ce principe. Maintenant, ils veulent l'application. Donc, voilà un peu le blocage. Alors, M. Diallo, quelle peut être la portée de ce type de discours, hein? On sait que ça vient quand même d'un leader religieux. On sait que c'est le discours qu'on a l'habitude d'entendre il y a longtemps, au sein de la classe politique, au niveau des pouvoirs politiques, au niveau même des parents d'élèves. Cette fois-ci, ça vient d'un leader religieux. Qu'est-ce que ça peut changer? Ce que ça peut changer, c'est-à-dire que ce que ça peut changer, c'est que ça va marquer une autre dimension de la prise de conscience et de la question. Parce que l'école, il faut reconnaître depuis la plaie de notre démocratie, ça a été l'école. Depuis 1992, chaque année, c'est des grèves. Avant, c'était les élèves étudiants. On a pensé qu'en enlevant l'école fondamentale en enlevant l'AEM de l'école fondamentale, on allait résoudre le problème. Surtout, ça n'a pas été le cas. L'AEM aujourd'hui aussi est devenue une affaire de gros business, parce que les secrétaires généraux de l'AEM, franchement, n'ont rien à envier au président de la République. Donc il y a un enjeu qui ne dit pas son nom. Il y a trop d'enjeux autour de l'école. Il y a trop d'enjeux. Et tant que les gens ne se mettent pas en tête que l'avenir même du pays est en jeu, alors on va tourner, parce qu'il y a trop d'ego. C'est l'ego qui parle. Personne ne pense au collectif. Tout le monde dit moi. Et le discours du cardinal
pointe le doigt, c'est-à-dire qui pointe le doigt sur ce problème-là, la question du moi, la question de l'ego. Et l'école aujourd'hui est prise en otage par l'ego. Et tant qu'on n'arrive pas à prendre conscience, parce qu'à un moment même en Europe, ça a été le problème de moi a posé de sérieux problèmes. Mais tant qu'on n'arrive pas à cette intelligence collective pour mettre certaines institutions au-dessus de nos intérêts particuliers, individuels, égoïstes, on ne bougera pas d'un iota. Et moi, j'ai toujours dit, l'école malienne est victime, en tout cas, des enjeux politiques, des enjeux économiques et des enjeux sociaux. Et les gens, c'est devenu un instrument de promotion sociale. Les gens se servent de l'école pour obtenir des choses. Et malheureusement, on n'a pas conscience que c'est au détriment de nos enfants. Les enfants qui ont un droit. Tout le monde cherche son droit, mais tout le monde oublie le droit de l'enfant, qui est l'éducation. Alors, M. Sissoko, selon le cardinal, le problème de l'école malienne justement remonte aux années 91-92. Est-ce que, selon vous, c'est une manière d'accuser le mouvement démocratique de tous les problèmes auxquels l'école malienne fait face aujourd'hui? Oui, le cardinal n'a pas tort. En fait, c'est vrai qu'avant même l'avènement de la démocratie, il faut le reconnaître, l'école ne se portait pas mieux sous Moussa. Mais avant de répondre à votre question, j'aimerais quand même m'arrêter un peu sur le discours du cardinal, parce qu'il faut reconnaître que ce qu'il a dit, il me rappelle tout de suite Monseigneur Luc Sangaré du temps de Moussa. Et à chaque fois qu'il y ait en tout cas une crise, c'est ce cardinal-là, ce Monseigneur justement, qui a chaque fois élevé la voix pour en tout cas dire aux autorités, faites attention, il y a tel danger, il y a tel danger. Donc que le cardinal se comporte comme ça ne me surprend pas. Puisqu'en tout cas, au niveau de l'Église, on a toujours remarqué que quand le pays est en mauvaise passe, l'Église a élevé la voix. Donc je remercie en tout cas le cardinal pour ça. Effectivement, il a raison de dire que en tout cas, cette forme de crise au sein de l'école malienne date de l'avènement de la démocratie. Puisqu'il faut remonter justement vers la Révolution, où on a fait croire en tout cas aux élèves et étudiants que tout était possible. Et une fois au pouvoir, le mouvement démocratique, effectivement, a été buté en tout cas à la réalité du pouvoir. Et franchement, en tout cas, nos États là, ne peuvent pas prendre totalement en charge en tout cas les problèmes scolaires. Maintenant, s'agissant de la grève qui se passe tout de suite au sein de l'espace scolaire, surtout secondaire et fondamental, et So l'a dit dans son intervention. Et même aussi universitaire, il y a certaines facultés qui étaient en grève. En tout cas, qui étaient en grève. Qui étaient en grève. Voilà. Mais pour ce qui concerne la synergie, justement, je pense que c'est quand même très grave de la part de nos dirigeants. Puisque un Premier ministre qui s'engage de façon officielle et solennelle, en tout cas, à appliquer cette loi-là, et que quelques mois plus tard, il se rétracte pour dire que franchement, l'État n'a pas les moyens, je dis que ce n'est vraiment pas responsable. Ce n'est pas responsable parce que pour moi, la grève déclenchée par la synergie, ce n'est pas pour une nouvelle revendication, mais c'est juste pour demander l'application en tout cas du protocole d'accord. Je pense qu'un État sérieux, quand on s'engage en tout cas à faire quelque chose, il faudrait aller jusqu'au bout. Alors, M. Diad, on parle déjà de la grogne sociale. Il y a eu certains mots d'ordre qui ont été suspendus, notamment les médecins de l'hôpital Gabriel Touré. Il y a certaines universités également qui viennent de terminer leur grève. Et les syndicats signataires du 15 octobre 2016 projettent d'aller en grève à partir du 6 janvier. Alors, est-ce qu'au regard de ce rythme-là, on ne risque pas d'aller vers la situation de l'année dernière avec ces différentes grèves? Évidemment. On va, le risque de la situation de l'année dernière plane encore sur cette année. Mais, vous savez, je peux me tromper, mais je pense que la synergie a fait, en allant vers un particularisme, et notamment le statut particulier de l'école, ça dit qu'ils ont commis, ça c'est mon point de vue, ils ont commis une erreur de casting. Vous savez, moi, je pense rester dans le statut général, c'est plus avantageux que le statut. Je pose même la problématique même de la pertinence d'aller vers le statut particulier, statut autonome. Ils ont créé un problème. Vous savez, si vous demandez à un chef de famille, il a 2 enfants. L'un vient, papa, donne-moi 10 francs. L'autre vient, papa, donne-moi 20 francs. En comptant pour avoir 10 francs. Alors, je suis persuadé que le père serait plus facilement prenable en donnant 10 francs qu'en écoutant celui qui demande 20 francs.
Ça veut dire quoi? Le syndicat, la synergie en allant vers le statut particulier et en mettant dans leur statut, en article 39, la passerelle entre les acquis du statut général et le statut du statut particulier. Ils ont créé un problème inutile. Donc vous estimez qu'on doit enlever les statuts particuliers? Mais on doit, ça dit que c'est inutile. Ils ne sont pas tous d'accord, parce que le SNEC n'était pas d'accord avec ce statut-là. Parce que c'est un combat inutile qu'ils ont créé. Donc moi je pense qu'il faut qu'ils reviennent, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ils se remettent en cause. Vouloir, souvent on se trompe. Quand on se trompe, on revient à la maison, on revient, c'est-à-dire à la case de départ, on analyse, parce que la plus-value, moi j'analyse en termes de plus-value. Qu'est-ce qu'ils ont gagné en allant vers le statut particulier au détriment du statut général? Qu'est-ce qu'ils ont gagné de particulier? Et surtout, donc s'ils n'ont rien gagné, ça veut dire qu'ils ont gagné en combativité. Parce que si le fonctionnaire général gagne 100 francs en augmentation, et il faut qu'ils se battent pour avoir les mêmes 100 francs. À quoi ça servit? C'est bien noté. Alors, M. Sow, Diallo estime effectivement que les inquiétudes sont là pour qu'on ne soit pas dans la situation de l'année dernière. Alors, selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire pour éviter la situation de l'année dernière? Pour éviter la situation de l'année dernière, l'État doit prendre les taureaux par les cornes. Il est temps que l'État accepte de satisfaire aux revendications des enseignants. Parce que c'est un dû. Comme Sissoko l'a dit, ce n'est pas une nouvelle revendication. Il n'y a qu'un seul point inscrit, la satisfaction des 20% que les autres travailleurs ont bénéficié. Donc il est temps. L'État, aujourd'hui, nous savons tous que financièrement, économiquement, le pays est dans une situation difficile. Et les enseignants sont conscients aujourd'hui que l'État peut leur dire nous acceptons l'augmentation de 20%, mais aujourd'hui, compte tenu des difficultés financières, nous ne pouvons pas. Il faut attendre. Je pense que ce langage de vérité, quand on tient ça devant les enseignants, ils vont accepter. Mais quand on ne le fait pas, on les minimise, je pense que le combat va continuer. Ils ne vont jamais baisser les bras. Monsieur Sissoko, selon vous, qu'est-ce que l'État doit faire face à cette situation? En fait, l'État a la solution en tout cas à cette crise. Et je pense que c'est lui-même qui provoque en tout cas la crise sociale. Puisque je me rappelle encore dans un discours récent tenu par le président de la République, il a demandé un moratoire social. Autrement dit, de surseoir aux revendications sociales d'abord, en attendant qu'on sorte, n'est-ce pas, de la guerre. C'est très beau ce discours-là, mais il faudrait que ça commence par lui-même. Puisque vous ne pouvez pas demander en tout cas aux travailleurs de surseoir à leurs revendications et que les autorités augmentent chaque mois, chaque année, en tout cas leur budget. Et le président de la République, il a 14 milliards cette année pour un pays en guerre. Pourquoi ne pas réduire jusqu'à 8-9 milliards? Le président de l'Assemblée, la même chose, il a 35 millions par mois. Le Premier ministre a 75 millions par mois. Donc, au lieu de justement de prendre l'exemple, c'est-à-dire de donner eux-mêmes l'exemple, alors ils se rabattent chaque fois sur les pauvres travailleurs qui n'ont même pas assez, justement, le salaire du Malien comparé aux autres fonctionnaires de la sous-région, il n'y a pas de comparaison. Donc moi, je pense que la crise sociale, je pense qu'elle est souvent provoquée par les autorités elles-mêmes. Donc si elle est provoquée par les autorités, elles n'ont qu'à elles-mêmes trouver la solution. Et je pense que la solution entre leurs mains, c'est de respecter en tout cas les engagements qu'elles vont prendre et de satisfaire en tout cas à la demande sociale. Alors, M. Diallo, est-ce que l'argument invoqué par l'État tient ici, et la crise sécuritaire? Bon, ça dit que la crise sécuritaire qui est débitrice de la crise économique, ça peut tenir, mais bon, si on se met dans la peau de Sissoko, c'est difficilement ça peut convaincre quelqu'un. Mais moi, je pense que c'est une question de bon sens. Les gens doivent regarder comment... il fallait faire économie de cette guerre inutile en n'allant pas à ce statut particulier-là. Parce que, vous savez, si ils ont fait effectivement, ils ont été intelligents en mettant un point d'attache. Vous parlez de qui? Les autorités? Non, ça dit que les enseignants syndicalistes, ça dit qu'ils ont été intelligents en mettant un point d'attache. Mais c'est pas facile de sortir de l'argent.
C'est-à-dire l'État, c'est comme un individu, c'est pas facile de sortir de l'argent. Et chaque fois que l'individu a la possibilité de tourner d'abord, il va tourner. Ça, c'est évident. Maintenant, il ne fallait pas aller à ça. Il ne fallait pas donner l'argument d'aller à ça. Donc, moi, je pense que qu'il y ait crise économique ou pas crise économique, sortir de l'argent, c'est toujours après beaucoup de tractations. Je pense. Alors, M. Sow, je rappelle que vous êtes enseignant oui. et que vous êtes très passionné certainement de ce sujet. Oui. Alors, est-ce que l'argument invoqué par l'État est convaincant? Est-ce qu'à un moment donné, les enseignants aussi ne doivent pas prendre en compte cette situation de crise que le pays traverse? Non, les enseignants sont conscients. Non, c'est l'État qui doit faire la proposition aux enseignants, de dire que la situation financière du pays ne peut pas tenir vos revendications. Oui, vous estimez que cela n'a pas été dit? Non, ça n'a pas été. Non, ça n'a pas été clairement dit. On a dit qu'ils n'ont pas de droit. S'ils n'ont pas de droit, le combat va continuer. Voilà ce que Diallo est en train de dire. Je crois que d'abord les enseignants, les syndicats avaient demandé un statut autonome, pas particulier. À leur grande surprise, c'est le Conseil des ministres qui a décidé d'un statut particulier et vidé de son contenu. Et tous ceux qui bénéficient aujourd'hui d'un statut autonome ou d'un statut particulier tirent leur épingle de jeu avec des augmentations de salaires. Vraiment, ils ne se plaignent pas. Mais tel n'a pas été le cas des enseignants. Dans ce bras de fer, moi je pense que l'État a la solution, que l'État tienne un langage de vérité aux enseignants. C'est des Maliens, ils sont des Maliens comme eux, ils vont comprendre. Comme Sissoko l'a dit, si de l'autre côté, il n'y a pas de diminution des dépenses, donc les gens pensent que le trésor ou les caisses de l'État peuvent supporter les dépenses. Sinon, aujourd'hui, les enseignants sont conscients que l'école malienne est menacée. Et si on leur fait la proposition que vous aurez droit aux 20%, mais attendez à ce que les caisses viennent ou bien les clientants viennent au vert, je crois qu'ils ne vont pas refuser. Alors, M. Sogo, est-ce que vous estimez que l'État a ces moyens aujourd'hui de satisfaire moi, je suis très les conscient enseignants, l'ensemble voilà. Non, en fait, nous sommes tous conscients que l'État a des difficultés. Il y a une crise de trésorerie, ça c'est évident. Mais je pense qu'il faudrait justement que ce même État-là soit un peu responsable. Et que, franchement, ça dit qu'il y a des choses, il y a des pratiques qui se passent aujourd'hui. Il faudrait mettre fin à ces pratiques-là. Sinon, moi, je pense que tout le monde est conscient aujourd'hui que le Mali traverse une crise. Le Mali est en guerre. Et ça, ce n'est caché de personne. Et quand un pays est en guerre, forcément, les ressources vont être diminuées. Donc nous sommes conscients de ça, mais pour autant il faudrait que l'État fasse un peu d'effort et qu'il tienne, comme Sow l'a si bien dit, un langage de vérité. Nous sommes tous Maliens, on est entre Maliens. Je pense que ce message-là aura un écho favorable du côté des anciens. Alors, M. Diallo, est-ce que, peut-être un dernier mot sur le sujet, est-ce que le problème réside seulement au niveau le problème au niveau de l'école malienne réside seulement à ce niveau, entre enseignants, les conditions des enseignants? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres problèmes? Il y a beaucoup de problèmes. Par rapport à la question du terrain de vie, déjà dans les conclusions, il est prévu que l'État va diminuer et revoir un peu son terrain de vie. Donc il y a beaucoup de problèmes à l'école malienne, il y en a beaucoup. Et ça, c'est même normal. Ça veut dire que c'est un secteur qui est très dynamique et qui évolue en fonction de son époque. Donc il y a évidemment beaucoup de problèmes. Mais tous les problèmes sont ramenés globalement à des problèmes pécuniaires. Et c'est ce qui est dommage. Malheureusement, c'est ce qui est dommage. La pédagogie, on ne parle même pas de la pédagogie. Alors qu'au niveau de la pédagogie, il y a beaucoup de problèmes. Énormément de problèmes. Les enfants passent avec des moyennes pas du tout possibles. 4 des moyennes, 3 des moyennes. Qu'on ne peut pas, ça dit qu'avec ces moyens-là. Et puis on dit, les anciens disent, c'est la politique qui nous oblige, le directeur nous oblige, le directeur de CAP nous oblige, le directeur de l'école, le directeur d'académie oblige le directeur de CAP à faire passer les enfants parce qu'il y a un objectif à atteindre. Ça, qui peut mettre fin à ça? C'est l'enseignant. Alors, M. Sow, les enseignants sont interpellés par M. Diallo par rapport aux insuffisances au niveau de l'aspect pédagogique. Alors, que comptez-vous faire pour trouver une solution à ce problème? Bon, par rapport à l'aspect pédagogique, l'école malienne depuis 1992 a été un laboratoire d'expérimentation des systèmes venus d'ailleurs. Ce qui a posé un sérieux problème au niveau du système éducatif malien. On est parti de 9 NEM, pédagogie convergente. Aujourd'hui, nous sommes en APC et malheureusement, au niveau du lycée,
l'APC, les enseignants n'ont pas bénéficié d'une formation véritable pour conduire cette réforme. Et comme c'est la dernière émission, je présente vraiment mes vœux de l'année 2020, que ce soit une année de santé, de bonheur, de prospérité aux auditeurs, téléspectateurs, et que l'année 2020 soit une année de paix pour le Mali. C'est donc ce mot qui met fin à ce forum de la presse. Nous étions avec Amadou Oumar Diallo, il est journaliste indépendant, Youssouf Sissogo du journal Info 7 et Yoroso du journal Inter de Bamako. À la régie vidéo, il y avait Mamadou Ouattara, à la mise en onde de Gagné Kanté, à la coordination Issa Fakaba Sissogo, à la présentation Ibrahim Aran Diallo. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour un autre numéro. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakara. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.